toujours le petit livre Les présidents de la République de Mesnil-Larousse. Et donc aujourd'hui, on va parler de Félix Faure, Émile Loubet, Armand Fallières, Raymond Poincaré, Paul Deschanel, Alexandre Mirand. On s'arrêtera à Gaston Doumer. Donc Félix Faure, ses années de vie: Paris 1841, Paris 1899, Troisième République. Félix Faure, issu d'une famille modeste, était le président de la République en 1895, par les voies monarchistes et modérées, et le reste jusqu'à sa mort à l'Élysée en 1899, année marquée par la crise politique causée par l'affaire Dreyfus, cet officier juif accusé par l'armée française de trahison. Une action discrète. Faure est un président discret sur le plan de la politique intérieure, mais a largement contribué au renforcement de l'alliance franco-russe. En 1896, il reçoit officiellement le tsar Nicolas II à Paris et effectue à son tour l'année suivante une visite officielle en Russie. L'affaire Dreyfus. Le septennat de Faure est surtout marqué par l'affaire Dreyfus. S'il refuse la révision du procès, comme le demandent les Dreyfusards, parce qu'il veut rester neutre, certains de ses choix dans la crise renforceront encore l'hostilité de ces derniers à son égard. De plus, les multiples rebondissements de l'affaire troublent l'échiquier politique et Félix Faure nomme successivement en septembre 1898 4 ministres de la guerre. C'est l'époque où il écrit « Je ne puis rien sur les opinions qu'on peut me prêter. Mais il faut démentir tout fait quelconque qu'on m'attribuerait. Tant que le gouvernement reste dans la loi, je ne puis ni ne veux intervenir. » Sa mort subite le 16 février suivant, qui entraîna par ailleurs les troubles politiques assez graves, déclencha les insultes de certains journaux. La Libre Parole, par exemple, écrit « Une odeur de meurtre s'exhale de ce cercueil ». Et le directeur Dreyfusard de l'Aurore, Clémenceau, déclare pour sa part « En entrant dans le néant, il a dû se sentir chez lui ». Les paroles de Félix Faure. Félix Faure ne peut entendre que ce que le président de la République peut entendre. Ma neutralité est la neutralité de la loi. La drôle de mort de Félix Faure. Les conditions dans lesquelles Félix Faure décéda, dans les bras de sa maîtresse Marguerite Stenel, une demi-mondaine provoquèrent un léger scandale et beaucoup de jeux de mots. En fait, s'il est en fait mort d'une congestion cérébrale, les journaux populaires furent prolixes. Ainsi, le journal du Peuple avance que le président serait mort d'avoir trop sacrifié à Vénus. On raconte aussi que l'abbé, qui fut mandé par l'Élysée, demandant le président a-t-il toujours sa connaissance? Un domestique lui aurait répondu « Non, elle est sortie par l'escalier du service ». Émile Loubet. Ses années de vie: Marsanne 1838, Montélimar 1929, Troisième République. Émile Loubet, républicain modéré, chef de l'État de 1899 à 1906, est le portrait classique du président d'une république où le chef de l'exécutif n'a que peu d'autorité et un rôle de pure représentation. Néanmoins, sa présidence est l'une des plus stables de la Troisième République, puisque 4 présidents du Conseil seulement se succèdent. L'élection de la neutralité. L'élection présidentielle de 1899 oppose Jules Méline, candidat des anti-Dreyfusards, et Émile Loubet, qui n'a jamais pris clairement position sur le sujet. C'est sa neutralité qui est en fait le champion du camp Dreyfusard. Personne n'a le droit de dire que je suis Dreyfusard ou anti-Dreyfusard. Je suis avec la majorité de la nation pour la vérité, déclare-t-il plus tard. Il gracie le capitaine dans un climat passionné le même année. L'inaugurateur de Chrysanthème. En politique antérieure, l'autorité du chef de l'État est réduite, mais d'importantes décisions furent prises pendant son septennat. Comme la loi sur la séparation de l'Église et de l'État en 1905 et la loi sur les associations en 1901, en 1901, le journal Le Figaro le décrit déposant une gerbe de chrysanthème sur un monument. Et c'est en relisant cet épisode que le général de Gaulle invente l'expression « inaugurer des chrysanthèmes », soulignant l'absence de pouvoir réel des présidents sous les 3e et 4e Républiques. Pourtant, sa présidence est marquée par une intense activité diplomatique, qui permet le rapprochement avec l'Italie et l'Angleterre.
À la fin de son mandat, qu'il termine ce qui n'est pas si courant pendant la Troisième République, il se retire définitivement de la vie politique. Le président de la Belle Époque. Émile Loubet inaugura l'exposition universelle de 1900 à Paris. Organisée entre la place de la Concorde et du Champ de Mars, l'exposition accueillait des pavillons somptueux et rendait hommage au siècle qui s'achevait et célébrait le nouveau qui s'annonçait riche en découvertes. Au mot de foi dans le progrès, à l'hommage rendu aux ouvriers, à l'invocation du travail qui mène vers le bonheur, la foule applaudit Loubet qui déclara ouverte l'exposition universelle. C'est lui qui inaugura également la Tour Eiffel et la première ligne de métro. Armand Faillère. Ses années de vie: Maison, Lot et Garonne en 1841, Maison, Lot et Garonne 1913, Troisième République. Candidat des gauches, Armand Faillère est élu en janvier 1906 président de la République contre Paul Doumet, mais ne cherchera jamais à exercer une grande influence politique. Le président de la prospérité. Le septennat d'Armand Faillère est marqué à l'intérieur par la prospérité économique, dont témoigne l'apparition de l'éclairage, le gaz et le développement de l'automobile et du réseau ferroviaire. Le début des tensions franco-allemandes. Si Armand Faillère contribue au renforcement de la Triple Entente, il effectue une visite officielle au Royaume-Uni en 1908 et rencontre Nicolas II. À Cherbourg en 1909, son mandat est marqué par les tensions franco-allemandes. Elle manifeste lors de la crise marocaine alors que les troupes françaises commencent à occuper le Maroc, convoité par l'Allemagne. Les paroles d'Armand Faillère à Raymond Poincaré en 1913 : « La place n'est pas mauvaise, mais il n'y a pas d'avancement. » Raymond Poincaré, ses années de vie: Bar-le-Duc 1860, Paris 1934, Troisième République. Cousin d'Henri Poincaré, Raymond Poincaré assume, de 1893 à 1906, différents postes ministériels. À la tête d'un cabinet d'Union nationale de 1912 à 1913, il adopte une politique de fermeté à l'égard de l'Allemagne. Président de la République de 1913 à 1920, il mène le pays à la victoire en faisant appel à Georges Clemenceau. Du barreau à la présidence de la République. Poincaré s'oppose à un républicain libéral et anti-révisionniste, c'est-à-dire contre la révision du procès de Dreyfus. Et à la Chambre, il siège parmi les progressistes où il acquiert très vite un renom et une autorité considérable. Pendant plusieurs années, les nécessités de son métier d'avocat, entre autres, l'éloignent de l'avant-scène. Son véritable retour a lieu le 14 janvier 1912. À cette époque, la tension franco-allemande est grave. Les problèmes sociaux pèsent sur la vie du pays. Faillère s'appelle Poincaré, dont la popularité tient surtout à son patriotisme monolithique et à son énergie. Poincaré forme un cabinet qu'on peut qualifier d'union nationale avec brillants, déclassés, immigrants. Lui-même se réserve l'important portefeuille des affaires étrangères. L'homme de la revanche. Poincaré succède à Armand Faillère, c'est le nouveau président de la République, et le nouveau président de la République, acclamé par la foule, apparaît comme l'homme de la revanche. De fait, dans les limites de ses prérogatives présidentielles, Poincaré incarnera une France décidée à ne plus rien concéder à l'Allemagne. En juillet-août 1913, il se montre partisan de la loi des 3 ans. 3 ans de service militaire au lieu de 2. Le 16 juillet 1914, il s'embarque pour la Russie, où l'alliance franco-russe est renforcée. Mais les événements européens, l'ultimatum de l'Autriche à la Serbie, le rappellent rapidement. Son retour à Paris le 29 juillet est triomphal. Quelques jours plus tard, c'est la guerre. Le président de la Grande Guerre. Durant la Première Guerre mondiale, Poincaré reste aux yeux des Français l'incarnation de la partie éprouvée. On le voit souvent dans les tranchées du front.
Cependant, il souffre de la relative impuissance attachée à ses fonctions et des divisions qui continuent à déchirer la vie politique du pays. La paix est une création continue, par Raymond Poincaré. En novembre 1917, il fait taire ses griefs et ses rancunes personnelles en appelant au gouvernement celui qui lui semble être le seul à pouvoir tirer la France de la crise, Georges Clemenceau. À l'expiration de son mandat présidentiel, Poincaré refuse de céder au vœu général qu'il aurait fait demeurer à l'Élysée. L'après-présidence. Durant 2 ans, Poincaré dénonce les faiblesses du traité de Versailles et aussi la politique de conciliation de Briand à l'égard de l'Allemagne. Suite à la démission de Briand en janvier 1922, Poincaré est chargé de former un cabinet. Ce deuxième ministère dure 2 ans. C'est Poincaré qui décide de faire occuper le Ruhr, mais sa politique de rigueur budgétaire le rend impopulaire et il doit présenter sa démission. C'est alors qu'il est rappelé par Domergue pour former un ministère d'union nationale que Poincaré crée, le Front Poincaré, d'une valeur 5 fois moindre. Il démissionne ensuite et se retire définitivement de la vie politique en 1929. Poincaré et le Tigre. Les relations entre les deux hommes sont loin d'être chaleureuses. Pourtant, en 1917, Poincaré nomme Clemenceau seul recours possible à la tête du gouvernement. Le Tigre a alors 76 ans. Mais à ceux qui pourraient y avoir un signe de faiblesse, il répond bien vite en verrouillant son pouvoir. C'est le gouvernement d'un seul homme, expliquera l'ambassadeur britannique. Paul Deschanel. Ses années de vie. Schaerbeek, Brabant, 1855. Paris, 1922. Troisième République. Paul Deschanel, après une longue carrière politique, était le président de la République le 18 février 1920 et le restera jusqu'à sa démission le 21 septembre de la même année. Le vainqueur de Clemenceau. Deschanel fut député entre 1885 et 1920 et président de la Chambre de 1898 à 1902 et de 1912 à 1920. Il a cependant depuis longtemps fait savoir son intention de se présenter à la magistrature suprême. C'est contre Clemenceau, alors président du Conseil, qui remporte le vote préparatoire de l'Assemblée nationale avec l'appui de la SFIO et de la droite catholique. Il aurait ainsi adressé à son rival allusion au rôle joué par Clemenceau en 1917. Vous avez gagné la guerre, nous gagnerons la paix. Une démission précoce. Très vite, Deschanel est amené à démissionner pour raison de santé. L'année suivante, il est cependant élu sénateur et le restera jusqu'à sa mort. Un extrait de discours prononcé devant la Chambre des députés. La démocratie véritable n'est autre chose que l'ascension continuelle du peuple par l'intelligence, par le travail et par l'honneur. Une aventure rocambolesque. Au cours d'un voyage en train à destination de Montbrison, dans le Loiret, en mai 1920, alors qu'il se penche par la fenêtre de son compartiment, Paul Deschanel chute accidentellement de la voiture. Ensanglanté, même si ses blessures sont bénignes, hébété et vêtu de son seul pyjama, le président rencontre André Rado, un ouvrier qui a bien du mal à croire qu'il s'agisse du chef de l'État. Le cheminot sceptique le conduit tout de même jusqu'à la maison du garde-barrière la plus proche. La presse s'est empressée de caricaturer l'incident, mais aujourd'hui seule une stèle commémorative rappelle la chute du président. Et le dernier pour aujourd'hui, donc Alexandre Mirand, Paris 1859, Versailles 1943, Troisième République. D'abord socialiste, Alexandre Mirand a voulu vers la droite de l'échiquier politique au fur et à mesure de son parcours politique. Élu président de la République en septembre 1920, à la suite de Paul Deschanel, il démissionne après la victoire du cartel des gauches en 1924. Il est le premier socialiste à être entré dans un gouvernement français. L'homme de la fermeté.
Après avoir été ministre de la Guerre et président du conseil de Paul Deschanel, Mitterrand joue un rôle réel dans la vie politique. En désaccord avec Briand, qui prône une attitude conciliatrice à l'égard de l'Allemagne, il le contraint à démissionner en 1922. Il soutient en revanche Poincaré lors de l'occupation de la Ruhr en 1923. Le président entretient des relations difficiles avec la plupart des présidents du Conseil, en effet, et il voudrait avoir un rôle plus important au sein des institutions. Des débuts rouges. Collaborateur de Clémenceau à la justice, Alexandre Mitterrand est remarqué lors d'un procès où il prend la défense d'Ernest Roche, un des meneurs de la grève en 1883. La fibre ouvrière ne le quitte plus. Député de la Seine, il siège à l'extrême gauche et fait signer les décrets Mitterrand qui réduisent le temps de travail tout en garantissant un temps de repos hebdomadaire et préconise ensuite la nationalisation de toutes les mines. Voilà, donc c'est fini pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Je m'excuse encore une nouvelle fois pour mon accent et peut-être une mauvaise prononciation de certains noms ou de certains mots. Voilà, sachant que je ne suis pas française, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Et je vous dis à très très bientôt pour des prochaines lectures sur ce petit livret des présidents de la République française. Sur ce, au revoir à tous.